Notre invité ce matin, c'est Nicolas Namias. Bonjour, vous êtes le président du directoire du groupe BPCE. Ce sont tout simplement les meilleurs résultats depuis la création du groupe en 2009. Un résultat net à 4,1 milliards d'euros en hausse de 15%. Alors l'ensemble des banques françaises sont plutôt en forme au fur et à mesure des résultats qui sont publiés cette semaine, notamment grâce à une réallocation des actifs mondiaux, des investisseurs qui reviennent vers l'Europe. Plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire dans les résultats des bancaires, merci à Donald Trump? Je crois qu'il faut surtout dire merci à nos clients. Merci à nos clients qui nous font confiance. Donc, vous l'avez dit, alors, ce sont les meilleurs résultats du groupe BPCE depuis sa création en 2009. 4,1 milliards d'euros, c'est en croissance de 15% par rapport à l'année dernière. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce sont l'ensemble de nos moteurs qui portent cette croissance-là. La banque de proximité en France, avec les banques populaires et les caisses d'épargne. Vous savez que nous finançons plus de 20% de l'économie française chez BPCE, plus de 20% avec les banques populaires et les caisses d'épargne. Et ça, c'est en forte croissance par rapport à l'année dernière. Et puis nos métiers mondiaux, les métiers de Natixis, à la fois en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Donc, l'ensemble des moteurs contribuent à cette croissance. Et je crois que c'est, encore une fois, c'est parce que nous faisons le pari, nous, de répondre à nos clients. Nous faisons le pari de la banque de proximité en France. Nous faisons le pari du développement international. Il y a un contexte que nous gérons, mais je remercie avant tout nos clients. Alors, dans ce contexte, il y a quand même le contexte budgétaire français. Ouais. En France, avec cette surtaxe d'IS, Roland Lescure, le ministre de l'économie, a dit hier sur BFM TV et RMC que ça serait probablement prolongé dans le futur jusqu'à ce que les déficits publics baissent. Comme on n'en prend pas le chemin, ça va durer un moment. Du coup, vous allez chercher de la croissance ailleurs. Est-ce que vous regardez la France un peu avec dépit, en voyant peut-être des impôts à venir, mais aussi une croissance affaiblie? Alors, la France, vous avez raison, la surtaxe, pour nous, ça représente à peu près 200 millions d'euros. Ouais. À peu près 200 millions d'euros, qui sont inclus, donc qui viennent en moins des résultats que je vous ai indiqués. Qu'est-ce qu'on peut en penser? En fait, l'économie française aujourd'hui, c'est une économie qui est résiliente en quelque sorte. Parfois on me demande si l'économie est en crise. 0,9 quand même sur l'année 2025. Voilà. Non, l'économie française n'est pas en crise. Nous, quand je regarde la production de crédit de BPCE, l'année dernière, 2025, nous avons produit plus de 100 milliards de crédits. Alors, plus de 100 milliards de crédits à nos clients. Quand je regarde l'épargne, nous avons collecté, et la croissance de nos encours, plus de 15 milliards. Le coût du risque augmente, mais ce n'est pas un coût du risque de crise. Les défaillances augmentent, mais il faut les rapporter à la création d'entreprises. Et le ratio de défaillance sur création n'est pas le plus haut historique. Qu'est-ce que ça dessine, tout cela? Ça dessine une économie qui est en fait résiliente. Donc le sujet, alors, n'est pas de savoir si nous sommes en crise. Le sujet est de savoir comment on rebondit. Parce que moi, je pense qu'il ne faut plus se satisfaire de cette résilience. On s'en est trop satisfait par le passé. Souvent, on me demande est-ce que l'économie française est en crise? Je dis non. Alors les gens me disent alors ça va. Mais non, ça ne va pas. Ne nous satisfaisons pas de la résilience. Car une économie qui croît durablement à 1% n'est pas une économie qui crée suffisamment d'emplois, n'est pas une économie qui investit suffisamment pour préparer les grandes transitions que nous avons devant nous. Nous avons la transition environnementale, la transition technologique, les transitions démographiques, l'investissement dans les transitions géopolitiques. Cela nécessite de la croissance et de l'investissement. Donc non, l'économie française n'est pas en crise, mais oui, il faut aller au-delà, il faut investir. Mais est-ce que vous pensez qu'on est un pays qui bride la croissance? Bernard Arnault l'a dit clairement lors de ses résultats, il a dit nous sommes dans un pays anti-entreprise. Écoutez, chacun ses mots. Moi, ce que je crois, c'est qu'on s'est trop satisfait d'un système qui garantit une croissance moyenne à 1%. On ne peut pas bâtir durablement notre futur avec une croissance moyenne à 1%. Il faut un système qui promeut une croissance plus élevé. C'est ce vers quoi il faut aller aujourd'hui. L'Europe a besoin de champions, notamment face aux Américains. On a besoin d'entreprises d'une certaine taille. Vous vouliez faire un deal en Italie, on va en reparler, ça ne s'est pas passé, ça a été annulé. Vous avez jeté votre dévolu sur Novo Banco au Portugal. C'est la plus grosse opération transfrontalière depuis 10 ans. Le Portugal, ça va devenir le deuxième marché pour la banque de détail de BPCE. Le Portugal, pour vous, c'est un marché ultra dynamique. Oui, alors, en fait, BPCE, je le disais, c'est un géant français. Quand on finance plus de 20% de l'économie française, on est un géant français avec les banques populaires et les caisses d'épargne.
Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important pour une grande entreprise française comme la nôtre, c'est de porter un dessein européen, de porter un dessein finalement qui fasse émerger un champion européen, car on en a besoin pour la souveraineté économique et financière européenne. C'est une forme de vision que nous portons chez BPCE. Nous avons besoin de grands acteurs qui portent cette souveraineté économique et financière européenne. Et pour ça, du coup, nous avons différentes initiatives. Il y a un an, nous avions développé par acquisition le leasing d'équipements pour accompagner nos clients PME partout en Europe. Et nous sommes devenus le leader européen du leasing d'équipement. Nous développons en ce moment en partenariat une nouvelle plateforme de paiement qui deviendra l'une des 3 premières plateformes de paiement en Europe. Et puis, vous l'avez dit, nous acquérons, nous sommes dans le processus, ce sera totalement finalisé d'ici la fin du premier semestre, Novo Banco. Novo Banco, c'est la 3e, 4e banque au Portugal, des parts de marché de 10% sur les particuliers, 15% sur les entreprises. Et ça deviendra le 2e marché domestique du groupe BPCE. Et vous l'avez dit, Laure, c'est en fait la première acquisition, la plus grande acquisition en zone euro, cross-border, depuis 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on est très heureux chez BPCE de porter cette acquisition. Mais ça veut aussi dire que, en fait, peu a été fait en Europe depuis 10 ans. On a besoin aujourd'hui de dépasser ces rapports Draghi qui sont juste sur l'analyse. Mais aujourd'hui, on a besoin d'acteurs qui portent cette souveraineté européenne. Alors, vous m'avez lancé un truc sur les systèmes de paiement. Là, c'est un sujet passionnant qu'on suit évidemment sur BFM Business. On a besoin de se désaméricaniser sur les systèmes de paiement. On a Wero, on a l'euro numérique. Là, vous me dites que vous allez faire un nouveau système de paiement. C'est en plus, c'est avec, c'est quoi ? C'est un sous-jacent, c'est l'infrastructure. Là, je vous parle d'infrastructure. On a effectivement besoin de cette souveraineté européenne que j'évoque, au plan bancaire, au plan financier, et ça passe par une souveraineté européenne des paiements. Je suis un fort supporter et acteur de cette souveraineté européenne des paiements. Et ça passe par plusieurs initiatives. D'abord, les infrastructures, c'est ce qu'on appelle les processeurs. Et ça, nous développons en ce moment, en fait, avec nos amis de BNP et Paribas, une nouvelle plateforme, BPCE et BNP Paribas, qui sera la première plateforme française de processeurs et l'une des 3 premières européennes. Ça, c'est l'infrastructure. Et après, il y a l'interface client, ce qui permet aux clients de payer, de faire des virements, et partout en Europe. Et c'est ce que nous faisons avec Wero. BPCE a été l'une des premières banques européennes à développer Wero. Donc, c'est important que les acteurs privés s'emparent de cette souveraineté des paiements. En tout cas, BPCE en est un acteur. Et donc, l'euro numérique, là-dedans... En plus, c'est-à-dire que ça fait... l'euro numérique, c'est le choix de la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas le choix des banques européennes. Écoutez, il y a là-dedans une intuition que j'aime, il y a quelque chose avec lequel je suis un peu moins à l'aise. L'intuition que j'aime dans l'euro numérique, c'est de considérer que nous avons besoin, en Europe... de cette souveraineté des paiements. C'est la bonne intuition. C'est la bonne intuition. En revanche, là, avec quoi je suis un peu moins d'accord, c'est de considérer qu'une souveraineté des paiements, ça passe forcément par un acteur public et par un acteur centralisé. Donc c'est pas son job à la BCE de faire ça. En tout cas, moi je crois que la souveraineté, elle est portée par les banques privées, et elle peut être portée de manière décentralisée. Je reviens sur les affaires italiennes. Le deal sur la gestion d'actifs avec Generali Natixis qui a capoté fin 2025. Est-ce que ça a capoté pour un problème purement politique, c'est-à-dire que Giorgia Meloni ne veut pas que ces entreprises aillent avec d'autres acteurs européens? Écoutez, le projet qui consistait à marier la gestion d'actifs de BPCE, qui est un énorme acteur, on gère 1300 milliards d'euros d'actifs sous gestion, avec la gestion d'actifs de Generali. On crée ainsi le champion européen de la gestion d'actifs par les revenus. C'était un formidable projet. On l'a poussé, c'était un projet industriel. Moi, je suis un industriel de la banque et de la finance. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons externes au projet. Bon, je vais vous dire, c'est avant tout dommage pour l'Europe. C'est exactement ce qu'on se disait il y a un instant. On a besoin de champions européens. Le fait que ce projet ne se fasse pas, c'est avant tout dommage pour l'Europe. Moi, je poursuis désormais d'autres projets. Donc vous allez, vous cherchez à marier Natixis avec d'autres acteurs plus petits. Alors, une stratégie, quand on dirige un métier, la stratégie repose sur la croissance organique du métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Natixis IM, la gestion d'actifs de BPCE, a l'année dernière enregistré sa plus haute collecte, 40 milliards d'euros. On est le 2e gérant d'actifs, de gestion active. Donc c'est pas une urgence de trouver un autre acteur pour se marier? Aujourd'hui, notre métier va bien. Aujourd'hui, notre métier a un projet de développement organique. Le M&A, c'est de l'accélération.
Moi, je crois que quand on dirige une entreprise, il faut avoir une vue de son développement organique, propre à ses métiers. C'est ce que l'on fait pour notre gestion d'actifs, comme on fait pour l'ensemble de nos métiers, comme on fait avec la banque de grande clientèle. Et puis ensuite, il y a du M&A. Le M&A, c'est l'accélération. On ne doit jamais fonder une stratégie sur le M&A. Là, il faut saisir les opportunités. Dernière question sur les NAO. Quand on a des résultats comme les vôtres, on a vu que ça se passait pas toujours très bien là dans les banques ces derniers temps, malgré des résultats qui sont canons. C'est ce qu'on a vu dans l'ensemble du secteur. Est-ce que les NAO se passent bien chez vous? Elles sont signées. Avec une hausse de combien? Alors, l'augmentation collective est en moyenne de 1%, un peu plus de 1%. Et puis, au-delà de l'augmentation collective, il y a évidemment les augmentations individuelles qui contribuent à une enveloppe globale.